Le Fonds du 11 janvier présente Esprit critique, es-tu là ? Une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Deuxième épisode d'une série estivale, Reconquérir les mots pour faire récit. Second volet, avec le théâtre La Cité à Marseille. Au micro, Alexandre Hérault. Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? Départ pour Marseille. C'est un porte-bonheur, monsieur. C'est un petit chez Marseillais, vous voyez. Il faut le mettre dans le porte-monnaie ou faire un bijou, les femmes. À Marseille, il y a la Canebière, quand on la descend, il y a le Vieux-Port, il y a le théâtre La Criée. Je dis ça parce qu'au Vieux-Port, on voit encore les poissons à la Criée parfois. Puis, un peu plus haut, il y a le théâtre La Cité. Oui, bonjour. Michel André, comment ça a commencé ? Ça a commencé parce que je travaillais à la scène nationale du Merlan dans les quartiers nord de Marseille. Et puis j'étais sur un projet où il y avait une vingtaine de non-professionnels. C'était très difficile de regrouper tous ces gens qui venaient de plein de quartiers, qui avaient du mal d'un quartier à l'autre dans les quartiers nord à se rassembler. Et un beau jour, en passant dans cette rue Edmond-Rostand, il y avait ce lieu à louer. Et pour nous, c'était aussi un lieu idéal parce qu'on n'est pas loin de la place Castellane ici. Et les moyens de transport sont beaucoup plus faciles pour nous relier entre les quartiers nord et le centre-ville, et que j'avais dans l'idée de travailler non pas forcément dans les quartiers nord, mais d'organiser une synergie entre les quartiers périphériques et le centre-ville. Un aller-retour, qu'on puisse y travailler, mais que les gens puissent aussi venir en centre-ville pour faire du théâtre. Mais c'est pas n'importe quel théâtre, puisqu'est né ce projet des écritures du réel, qui est une façon, Michel André, que vous avez eu comme un impératif de faire venir la vie sur les planches. Oui, ça s'est fait progressivement, mais cette idée aussi de pouvoir inclure dans un spectacle la société civile, elle nous importe énormément. Et c'est un peu cette idée de ce théâtre de la relation, où ce qui nous rapproche, ou ce qui nous éloigne, comment on peut s'interroger là-dessus. Ce que j'appelle moi souvent un théâtre de la réalité, comment on participe à une exploration commune, et ce qui est posé sur la scène, c'est aussi la vie retravaillée, re-questionnée dans la rencontre qu'on fait ensemble. Il y a un projet qui est né, qui intéresse beaucoup le Fonds du 11 janvier aussi, qui l'a soutenu. C'est ce projet que vous avez baptisé Jeunes à vif, Jeunes en devenir. Oui, c'est une longue rencontre avec Selman Reda, qui a déjà participé à mon spectacle précédent, qui s'appelait Tout Burn or Not, qui était sur la question du burn-out et de la sidération dans le monde du travail. À l'époque, il était urbaniste, et de fil en aiguille, on est devenus amis. Et puis un jour, il m'a raconté son histoire. Et c'est en partant de son histoire autobiographique que du coup me vient l'idée de lui faire rencontrer Rachid Benzine, que j'ai invité dans une conférence au MUSEM. Et cette idée, quand je vous disais de relation, c'est aussi un objet où Selman Reda va pouvoir parler de sa vie, s'interroger sur sa vie, s'interroger sur la religion, et rencontrer un islamologue, un spécialiste de ces questions, pour se relier à lui, et comment moi, en tant que metteur en scène, je peux les amener à faire un chemin ensemble. Et ça veut dire qu'il y a des ateliers, ça veut dire qu'il y a un laboratoire ici. D'ailleurs, ce mot laboratoire, vous le revendiquez, Michel André. Constamment, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller vers la complexité des choses. Et le Coran, moi, j'avais jamais lu, je connaissais pas. Et finalement, ensuite, à ces attentats, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire en tant qu'artiste ? Et évidemment, je le fais parce que je suis dans une relation de travail avec quelqu'un qui vit sa religion, qui la connaît, et qui a une histoire avec elle. Et donc, il est à la fois
comment dire, il est un sachant, il est un pensant, il est une personne ressource. Et c'est notre voyage dans ce qu'on va dire sur scène, dans ce qu'il va dire, moi je vais l'amener à travailler sur l'idée d'un théâtre d'objets, de retourner dans le désert du 7e siècle, puisque Rachid nous a dit, le Coran, ça s'adresse d'abord à des bédouins qui vivaient au 7e siècle dans la péninsule arabique, et c'est ce voyage qu'on va faire ensemble. Prochain arrêt, Lunel. Selman, bonjour. Enchanté. On se dirige vers le lycée Louis Feuillade. Nous, on part, grâce à vous, Selman, sur une pièce. Ne laisse personne te voler les mots. Et on part dans l'histoire et dans l'anthropologie du Coran, c'est-à-dire au moment de son apparition au 7e siècle dans le désert d'Arabie occidentale. Un désert très particulier, un désert de cailloux, où un certain nombre de tribus cohabitent les unes avec les autres. Et c'est ça que je raconte un peu plus en détail dans le spectacle. Et cela commence ainsi. Je ne me suis pas présenté. Bonjour à tous. Je m'appelle Selman Reda. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Je viens du Maroc. Je ne sais pas si certains connaissent le Maroc. Je viens du Rif, une région qu'on appelle le Rif. C'est une région de vieilles montagnes au nord du Maroc. C'est des montagnes qui meurent, qui ne grandissent plus. Pas comme les Alpes ou les Pyrénées, qui elles sont des montagnes qui continuent de s'élever et qui finissent comme ça en pic. Non, le Rif, ce sont plutôt des montagnes en rondeur, parce qu'elles tombent. Par endroits, tu peux même attraper un bout de montagne. Tu peux décrocher un morceau de pierre de la roche. Et si tu la serres comme ça dans tes mains, ça s'effrite en 1000 morceaux tellement c'est vieux. C'est de là-bas que mon père est parti un jour pour venir travailler en France dans les vignes. Il était ouvrier viticole. Et un beau jour, il a décidé de faire venir sa famille. Ma mère, ma petite sœur qui venait à peine de naître, et moi. J'avais 4 ans. Selman, il y a quelque chose dans ce lycée Louis Feuillade qui peut rassurer tous ceux qui viennent le visiter. Enfin, j'imagine que c'est à destination des étudiants, des élèves. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui s'affiche là sur le mur. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça commence bien. C'est un texte fondamental, je trouve, qu'on a tendance à oublier un peu parfois, à oublier un peu d'où il venait, pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il signifiait pour les gens, quelles promesses on s'était faites à l'époque et quelles promesses on a peut-être oubliées aujourd'hui. Oui, mais c'est dans ce catéchisme-là républicain que l'on est bien tanké, et justement avec quelque chose d'intéressant, c'est que par votre biais, par ce spectacle à destination, cette adresse à destination des jeunes, on peut arriver dans ce temple de la laïcité à parler religion. Peut-être ce que les profs ont de temps en temps du mal à faire. Oui, je le rappelle assez souvent, la laïcité, c'est aussi ce qui permet de jouer ce genre de spectacle directement dans les bahuts, parce qu'on peut tout à fait parler des religions. La laïcité, c'est simplement, en parlant, je ne dois pas favoriser une religion par rapport à une autre, dire du bien ou du mal d'une religion, et surtout pas faire de prosélytisme. Mais parler de manière sociologique, historique, anthropologique des religions, c'est tout à fait possible, bien sûr. Merci. Merci. Vous avez une petite idée de ce que vous allez voir ? Non, je sais pas. Rien. Aucune idée de ce que vous allez voir ? Non, pas du tout. On vous a rien dit ? Non. Même pas le début d'une piste ? C'est soit un truc historique, soit quelque chose de polémique par rapport à l'ère du temps. Et l'ère du temps, c'est quoi ici ? Soit tout ce qui est avec les problèmes islamiques ou ce qui se passe dans d'autres pays, des trucs comme ça.
Ou les homosexuels aussi, enfin un truc comme ça. Et puis un jour, tout a changé. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et 40 ans, c'est un âge qui vous permet d'avoir vu déjà pas mal de choses. Moi, j'ai vu la religion changer à l'intérieur de ma famille. Un jour, mon père vient me voir pour me dire « Tu sais, mon fils, un père musulman doit apprendre la religion à ses enfants. Quand son fils a 7 ans, le père doit lui apprendre gentiment, par l'incitation. Quand son fils a 10 ans, le père peut être plus sévère et il peut le frapper s'il le mérite. Et toi, mon fils, aujourd'hui, tu as déjà 12 ans. Alors tu as intérêt à m'écouter. Tu vas faire ce que je te demande de faire. » À partir de ce jour-là, j'ai appris l'arabe pour pouvoir lire le Coran. J'ai appris des sourates du Coran par cœur pour faire les prières. J'ai appris à faire les prières, à faire les 5 prières par jour, à faire les prières à l'heure. Parce que mon père il me disait, une prière en retard, même de 2 minutes, c'est 70 ans d'enfer. Et le mieux après, c'est d'aller faire ses prières à la mosquée. Alors parfois, je devais m'échapper du collège entre midi et 2 pour aller faire ma prière du vendredi à la mosquée. Papa, les profs, ils aiment pas que je sorte. Ne les écoute pas. Eux ne connaissent pas le chemin du paradis. Très rapidement après ça, tout le temps libre qui me restait après l'école, le soir, les mercredis, les week-ends, les vacances, eh bien je devais désormais le passer à apprendre la religion et le Coran. Tout le temps. M'inscrire dans un club de foot ou simplement jouer avec des amis, c'était pas possible. Et puis surtout, interdiction de regarder la télévision, interdiction d'écouter de la musique, interdiction d'avoir des copains qui n'étaient pas musulmans. Alors Jérémy, ciao! Moi, très vite, j'ai trouvé ça un petit peu difficile, et voire même étouffant. J'ai commencé à écouter de moins en moins et à faire des bêtises. Il faut aller au premier rang. On va se mettre derrière. Vincent Lepoint, je suis proviseur du lycée. Alors quand un proviseur accueille comme ça une troupe comme celle de Selman Reda, c'est qu'il attend avec Selman Reda que quelque chose se passe ou quelque chose se transmette. Absolument. Donc nous sommes très heureux à chaque fois d'accueillir des artistes parce qu'on est bien persuadé que l'art contribue à l'éducation, l'art contribue à la culture et l'art contribue aussi aux apprentissages des élèves. Donc c'est bien aussi pour ça qu'on reçoit des troupes d'artistes, d'autant plus que là l'objectif correspond exactement à l'objectif numéro 1 du projet d'établissement qui est d'apporter plus de culture, d'apporter plus de richesse, de lutter contre la radicalisation, contre la xénophobie, pour l'égalité homme-femme, donc voilà. On les laisse commencer. Un jour, j'ai 16 ans, je rentre à la maison, bizarrement mon père est déjà là, et tout de suite il me dit « C'est toi qui as pris l'argent dans l'armoire ?» Papa, j'ai pas d'argent de poche, et avec les copains on voulait... C'est toi, oui ou non? Oui, c'est moi. Tu vois la porte là derrière toi? Tu l'ouvres, tu sors, et tu la refermes pour la dernière fois. Tu veux pas être un bon musulman? T'es plus mon fils. Dégage. J'ai vécu 6 mois comme ça dans la rue, et un jour, j'en ai eu marre de cette vie de SDF. Alors, je suis allé voir une assistante sociale qui m'a envoyé vers un juge pour enfants. Et lui, il m'a placé dans un foyer pour enfants. C'est comme ça que j'ai pu reprendre le cours de ma vie presque normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le spectacle commence ainsi, mais peut-être vous pouvez nous le confesser. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mon père est devenu très rigide. Et un jour il m'a dit mon fils, t'es plus mon fils, donc tu dégages, tu prends la porte. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il vous dise ceci?
rencontrer de mauvaises personnes. Vous vous rappelez de comment je m'appelle? Ah oui, c'est toi, merci. Et vous connaissez le nom de la musicienne? Je m'appelle Jamila. Voilà, Jamila Levdiri. Un dernier applaudissement pour elle. Et donc maintenant, je vais demander à C'était quoi ta question? Ma question était, est-ce que vous pensez que si tout le monde connaissait les origines ainsi que l'histoire des religions, il y aurait ainsi moins d'erreurs d'interprétation et donc moins d'actes regrettables? Lire, c'est déjà interpréter. Alors forcément, les vieux textes, les textes sacrés par exemple, qui ont plusieurs siècles, à chaque époque, on va les réinterpréter. Des fois, c'est des gens qui, pour des raisons politiques, vont l'interpréter dans le sens qui va pour eux, c'est-à-dire de défendre quelque chose, et parfois ça peut aller jusqu'à beaucoup de violence. Mais évidemment que la majorité, quand même, elle cherche à vivre en paix avec les gens, et que les réinterprétations qu'on fait à chaque fois, elles vont plutôt aller dans le sens pacifique dans toutes les religions. Monsieur le proviseur, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer dans vos murs, finalement. C'est pas quelque chose qu'on convoque tous les jours, comme s'il fallait souvent la tenir à l'écart, d'ailleurs, cette question-là de l'enseignement des religions, et surtout quand elle met les pieds dans le plat. Mais le rôle de l'école, c'est de mettre les pieds dans le plat. Mais il y a façon et façon de mettre les pieds dans le plat, et l'important, c'est de mettre les pieds dans le plat sans écraser ceux des autres. Et je crois que le spectacle le fait très bien. C'est un spectacle assez magnifique qui permet aux élèves, même lorsqu'ils ont des choses à dire, qui leur laisse la parole derrière et qui leur laisse la parole libre derrière. Et on le voit bien puisque certains participent, posent des questions, et le spectacle n'a pas tué leur envie de débattre. Et j'ai envie de dire que c'est l'aboutissement de ce qu'on recherche à l'école. C'est de la culture, oui, mais d'abord au service de l'esprit critique. Et là, on est en train de réaliser ça. On remballe. Certains diront jusqu'à la prochaine. C'est en marchant sur ces graviers, Salman Reda, que j'ai l'impression qu'on est dans une traversée du désert. Des fois, on se sent certainement un peu épuisé à la fin d'un spectacle comme ça, où on a évidemment tout donné. C'est l'art de la pédagogie érigée en spectacle. Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, je le prends comme une grosse responsabilité en réalité. Tu l'as vu, il y a tout le temps des jeunes qui, à la fin, à la toute fin, tout le monde s'en va. Il y a toujours des jeunes qui restent et qui ont des questions vraiment très concrètes qui les concernent directement. Et bien là, il y a une responsabilité d'éducation qui, d'un seul coup, devient cruciale. Mais c'est pour ça que dans cette interrogation, ou dans cette injonction, ne laisse personne te voler les mots, on a l'impression qu'effectivement, il faut lutter contre un kidnapping de la pensée et de la liberté de chacun. Donc moi, je laisse la question ouverte. Fin de ce deuxième épisode de cette série de podcasts produits par le Fonds du 11 janvier et réalisé par Écran Sonore. Remerciements à Michel André, directeur fondateur du Théâtre La Cité à Marseille, et à Salman Reda et toute sa troupe. Remerciements aussi au lycée Louis Feuillade à Lunel qui nous a ouvert ses portes. Esprit critique, es-tu là? Direction éditoriale, Anne Lescaut. Habillage sonore, OH. Communication, agence RUP. Montage et mixage, Benoît Artaud. Au micro,
Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagé ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes et agrégateurs, et bien sûr sur le site fonddu11janvier.org qui contient toutes les informations sur ces actions. Et n'hésitez pas à visiter le site du Théâtre La Cité, théâtrelacité.com, qui nous a ouvert ses portes pour y plonger nos micros. En attendant, bel été sonore à toutes et tous. Retrouvez toutes les semaines 2 podcasts de la collection en nouvelle diffusion.